Merci, Madame Gosselin, merci, Sophie. Ça ne pouvait pas être une meilleure introduction à mon propos. Elle a mis la table parfaitement bien et on ne sera pas trop incohérente. Ça va bien aller. Safa va se joindre à nous pour une partie, donc vous verrez, il y a un petit effet du cloud là, qui va arriver entre une et deux. Donc, on a voulu aujourd'hui vous faire part, je vous dirais que ce qui n'est pas dit dans ma biographie, c'est que je suis aussi revenue aux études très tard dans la vie, à 50 ans, pour me payer le luxe de faire un deuxième cycle en sciences politiques. Et je l'ai fait sur la politique familiale. Donc, je connais bien les évolutions dont parle Sophie, je connais bien les bénéfices, les objectifs. Pour avoir aussi parlé beaucoup aux auteurs, c'est-à-dire tant M. Bouchard, les deux, Camille et Lucien, tant au ministre qui était présent, au conseil exécutif à ce moment-là. Donc, l'essence derrière la création de cette politique-là. Donc, on mise juste, hein, Sophie l'a bien expliqué, on part de loin. Moi, je ne vais pas vous parler de fécondité, bien qu'effectivement, ça faisait partie de la donne, mais dans les faits, c'était bien davantage dans la perspective, par exemple, de M. Lucien Bouchard, qui m'en a témoigné, une politique économique pour s'assurer que le Québec demeure puisse contrer les défis économiques et donc mettre les femmes au travail. L'idéologie n'était pas la même, mais évidemment, le résultat, on le sait maintenant, est éloquent par rapport au reste du Canada, par rapport à l'Amérique, par rapport à bien des pays de l'OCDE. Donc, d'entrée de jeu, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à deux temps. Premièrement, qu'est-ce que fait le RQAP? On va forer, là, on va aller beaucoup plus précis que Sophie. C'est quoi? On va tracer des grosses lignes. Une mesure en particulier dont on va vous parler parce qu'elle favorise beaucoup l'égalité homme-femme, dans le sens où elle favorise, elle aide, elle donne un appui tout à fait adapté aux clientèles à plus faible revenu. Donc, c'est très important d'augmenter les revenus de tous, mais il y en a pour qui l'écart est d'autant plus grand et ça affecte à un niveau directement leur capacité de contribuer au marché du travail ou pas. Donc, une mesure de majoration qui existe depuis longtemps au CGAP, au RQAP, mais qu'on a bonifié dernièrement. Je vais aussi vous parler des derniers résultats. On a modifié la loi en 2020. Et depuis ce temps-là, on mesure très étroitement les résultats de nos bonifications dans l'esprit beaucoup de l'égalité hommes-femmes, parce que c'est ce qui nous anime. Et dans cet esprit-là, je pense que les chiffres qu'on va vous donner sont très encourageants et ils vont tout à fait dans les tangentes que Sophie vous a montrées historiquement, bien que l'ISQ vous a fait part quand même d'une certaine chute dans les natalités récentes. Alors, voilà. Donc, Safa est en ligne. Elle va basculer à partir du moment où on rentre dans l'aspect beaucoup plus théorique, beaucoup plus chercheur, un travail qu'elle a fait avec Morgane Plantier de l'Université de Poitiers sur la majoration. Moi, ça me fait plaisir de vous présenter ça, particulièrement à vous, à l'ACFAS, parce que c'est pour moi le mariage, un très beau mariage, une union entre une recherche sur une politique publique et la mise en place, la réponse dans une politique publique à 1 an d'intervalle. Alors, les conclusions de SAFA, qui étaient chez nous, nous ont mené à bonifier la loi tout à fait dans le sens des recommandations des chercheurs. Alors, je pense que moi, je dis ça, puis ça me fait des frissons parce que je fais partie de ceux qui aiment bien ça, les politiques publiques. Alors, à propos du régime, je vais passer quand même rapidement. Le régime, vous le savez, est un régime de remplacement de revenus. Il ne faut pas l'oublier, c'est un régime assurantiel. Il est financé exclusivement par des contributions des travailleurs et des employeurs. On ne reçoit aucun crédit budgétaire. Donc, nous ne sommes pas un programme gouvernemental avec un budget rattaché. Avantage inconvénient, avantage évidemment une grande autonomie dans notre capacité d'adapter, une très grande flexibilité. Le conseil que je gère est une petite boîte, c'est comme la tête d'une pieuvre. On est juste 12-15 où on fait juste des éléments stratégiques. L'actuariat pour assurer le financement du fonds qui finance les prestations pour les prestataires d'assurance parentale. On a aussi l'intelligence stratégique, donc Safa, qui est une économiste. Il y a 2 économistes chez nous et il y a aussi ce qu'il faut pour gérer un fonds de
quand même tout près de 3 milliards. Donc, 3 milliards de cotisations qui rentrent, à peu près 3 milliards de cotisations qui sortent. C'est pas rien. Et à travers tout ça, un petit bas de laine de 400 millions que l'on place à la Caisse de dépôt et de placement. Donc, c'est ça le conseil de gestion de l'assurance parentale. On est peu connu, puis c'est pas important. L'important, c'est qu'on connaisse le régime, mais surtout, l'important, c'est la participation des parents au régime et les changements de comportement qu'on a suscités. Le régime prévoit donc des prestations aux travailleurs et aux travailleuses admissibles. Certains diront que ce n'est pas une admissibilité adéquate, qu'elle devrait être universelle. Peut-être, mais au moment où on se parle, la formule est telle qu'on a un régime beaucoup plus généreux que le Canada, évidemment. Le minimum est à 2 000 $. Le revenu maximum assurable est à 91 000 $ pour 2023. On peut choisir entre un régime de base qui est long et un régime particulier qui est plus court. On couvre 9 sur 10 des naissances au Québec. C'est un franc succès. Les familles l'utilisent à 95 %. Il y a des bémols que je vais vous faire tout de suite. 8 familles sur 10 utilisent les prestations qui sont offertes. Cela étant dit, et celle-là, on ne la montre pas souvent, mais je tenais à vous la partager parce que vous êtes des spécialistes et vous êtes férus en la matière. Donc, bien sûr qu'il y a une très grande participation au RQAP. Il y a 21,7 % où ce sont que les mères. 9,4 % où ce ne sont que les pères. Les deux parents, c'est-à-dire le corpus qu'on appelle qui partage, ce sont à peu près 70 %. Dans ces 70 %-là, je vais tout de suite vous amener, vous voyez que les mères consomment à 70,3 % les prestations partageables à la mère, les prestations partageables, donc les couples qui partagent sont à peu près 29, 26, presque 30 % maintenant, là, parce que c'est des chiffres de 2020. La part de la mère est à 76,8, la part du père est à 23. Fait que vous voyez là qu'on a du chemin à faire, là, parce que les pères ne prennent pas les prestations partageables auxquelles ils ont droit. Fait que si on veut atteindre l'objectif louable que l'on partage toutes, et moi je suis de celles qui prônent l'équité, si on veut atteindre ça, bien évidemment, le chiffre de 23, il faut qu'il monte. Qu'est-ce qu'on peut faire comme politique publique? Une des choses qu'on peut faire, c'est de s'assurer que les prestations sont adéquates comme remplacement de revenus puis qu'il n'y ait pas personne qui tire de la patte. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'on peut faire, c'est pour l'ensemble, évidemment, créer un stimuli. Sophie vous a parlé d'obligations dans certains pays. Moi, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas l'avenue qu'on a choisi, mais que ça marche. Je vais donc passer la parole à Safa qui va vous parler de l'ajustement d'une majoration et les constats qu'on a faits sur notre mesure qui vise à accroître les prestations pour les familles moins favorisées. Safa. Donc, je vais faire la suite. Merci, Marie. Donc, c'est ça, donc la mesure de la majoration RQAP. Donc, le RQAP prévoit des dispositions particulières pour soutenir la famille à faible revenu. Puis, ça dit que sous certaines conditions, un prestataire a droit à une majoration de prestation, c'est-à-dire un montant forfaitaire qui va venir s'ajouter à sa prestation de base. Donc, les paramètres de la mesure ont été les mêmes depuis 2006, mais ont été modifiés depuis septembre 2021. Puis, la présente étude va porter sur les anciens paramètres et ça va couvrir les données de 2006 à 2019. Et nos conclusions ont ont contribué à alimenter la refonte, la mise à jour, l'actualisation de cette mesure afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle ciblée. Donc, c'est ça. Donc, la mesure de la majoration prévoit qu'un prestataire a droit à une majoration de prestation et un supplément de prestation si son revenu familial net était inférieur à environ 26 000. Donc, les montants de majoration sont fixés à partir d'une table dégressive en fonction du niveau de revenu familial net et ça varie entre 1,70 et 67 $ par semaine. Et aussi, la majoration ne peut pas être versée qu'à un seul parent à la fois dans un couple. Puis, il existe également un plafond pour les prestations perçues. Donc, le montant hebdomadaire total des prestations, ça veut dire ce qu'on reçoit de base à l'origine, plus le supplémentaire reçu par le prestataire ne peut pas dépasser 80 % de son revenu hebdomadaire net. Ce sont les paramètres de l'ancienne mesure qu'on étudie ici.
Donc, dans le fond, on a essayé de voir l'impact de la mesure de la majoration sur le partage du congé parental entre les couples. Donc, on utilise les données administratives sur le RQAP du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qu'on couple avec les données fiscales de Revenu Québec, puis on prend la période de 2006 à 2019. Dans le but d'analyser les mécanismes de décision de partage du congé parental au sein des ménages et notamment leur réponse comportementale à l'attribution de la majoration, on se focalise sur les ménages en couple pour lesquels les deux parents sont prestataires au RQAP. Ça veut dire au moins chacun a pris au moins une semaine suite à un événement de naissance. Donc, on s'intéresse aux naissances entre 2006 et 2019. Comme méthodologie, donc pour identifier la relation causale entre l'attribution de la majoration et les décisions de partage de congés par les ménages, on fait recours à l'approche de la régression par discontinuité. Donc, dans la mise en œuvre de cette méthode d'évaluation, ça consiste à exploiter une discontinuité dans la probabilité pour les ménages de bénéficier de la majoration en fonction du revenu familial, donc comme source de variation exogène. Donc, plus précisément, on examine s'il existe une discontinuité dont nos variables de résultat, ça veut dire de partage, etc., qui coïnciderait avec celles observées dans la variable d'affectation, qui est notre revenu familial net, parce que c'est ça qui va établir l'admissibilité à la majoration. Donc, cela, ça va être caractérisé un effet causal dans notre variable de traitement, si vous voulez. Donc, parmi la première variable de résultat qu'on étudie, donc l'impact de la majoration ou recevoir la majoration, donc c'est la durée du congé. Donc, dans le but de prendre en compte le plus finement possible l'impact de l'attribution de la majoration sur les décisions de prise et de partage. Donc, on se focalise tout d'abord sur le congé parental partageable et non sur les congés maternité et paternité. Donc, étant donné que paternité et maternité sont exclusifs à chaque parent, alors que le congé parental est partageable entre les deux. Donc, c'est un congé pour lequel il est réellement question d'un arbitrage concernant la durée qui va être prise par chaque parent en fonction de l'autre. Et c'est précisément cet arbitrage-là qui nous intéresse dans cette étude. En plus, les congés de maternité et paternité sont moins sujets à des comportements de renoncement de la part des prestataires, puisque la presque totalité des parents réclament le maximum de semaines auxquelles ils ont droit en prestation de maternité et de paternité. Donc, alors que le congé parental, comme partageable, comme Marie a montré tantôt, il est souvent pris par la mère et seulement un quart des couples environ le partagent. Donc, quand ils partagent, c'est la mère qui va prendre le plus grand nombre de semaines. Donc ici, la première ligne du tableau, donc il s'agit d'examiner si la majoration incite les parents à prolonger ou à raccourcir la durée du congé qu'ils demandent. Ça, c'est la durée totale prise par les deux parents, donc réclamée par le ménage. Puis on voit qu'on a ventilé les résultats selon le régime de base qui est plus court, mais le taux de remplacement de revenus est plus faible. Et le régime particulier, c'est le régime particulier qui est le plus court et qui est mieux rémunéré par rapport au régime de base. Donc, on trouve que l'attribution de la majoration ne semble pas influencer la demande des ménages en congé parental, puis ça peut expliquer par le fait que la plupart des ménages prenaient déjà la durée maximale auquel ils ont droit. Donc, il y a donc peu de marge d'ajustement. Ça, c'est en termes de durée parentale partageable totale demandée par le ménage. Notre deuxième variable de résultat, c'est la probabilité de partage. Donc, on essaie de voir si la majoration affecte la configuration de partage pour laquelle les couples optent. Est-ce qu'ils partagent ou non ce qui est partageable? Donc, on constate que l'attribution de la majoration ne semble pas influencer la décision de partager ou non ce congé, c'est-à-dire le fait que chaque parent prenne au moins une semaine de congé parental. Maintenant, on passe à la troisième variable de résultat qui est le ratio de partage, qui est le rapport entre la durée du congé prise par la mère sur la durée prise par le ménage. Et ça va tout d'abord permettre d'examiner si le dispositif de majoration conduit ou non à une répartition plus égalitaire du congé entre les deux conjoints. Et on trouve que l'attribution de la majo augmente d'environ 3,6 points de pourcentage la proportion du congé prise par la mère par rapport à la durée totale prise par le ménage. Plus précisément, les ménages qui bénéficient de la majoration semblent privilégier une prise du congé parental prioritairement par la mère,
dont la part du congé augmente en cas d'attribution de la majoration. Donc, derrière cet effet causal observé sur le ratio de partage pourrait se cacher plusieurs effets à l'origine de cette variation. Est-ce que c'est la mère qui prend davantage de congés en cas d'attribution de la majoration, ou au contraire, c'est le père qui diminue la durée de son congé, ou ce sont ces deux effets qui se passent de façon simultanée? Donc, pour répondre à cette question, nous avons examiné les durées des congés partageables prises par les mères et les pères de manière distincte afin de pouvoir mieux comprendre quels sont les effets induits de la mesure de majoration. Puis, on observe donc que deux effets opposés pour les mères et les pères. Dans le cas où le ménage opte pour le régime de base, on trouve que les effets sont significatifs pour le régime de base seulement. Donc, d'un côté, l'attribution de la majoration augmente la durée du congé prise par la mère. D'un autre côté, elle diminue celle prise par le père. Donc, plus précisément, pour les familles situées autour du seuil du revenu familial d'admissibilité, qui est environ 26 000, et dont les deux parents sont prestataires du RQAP, l'attribution de la majoration augmente d'environ une semaine. La durée du congé parental de la mère est réduite d'un peu plus d'une semaine la durée de ce même congé pris par le papa. Donc, dans le cas où les familles ont opté pour les régimes de base, le résultat montre que l'attribution de la majoration va avoir pour effet d'augmenter la part du congé pris par la mère au détriment de celle du père. Donc, ces résultats peuvent être mis en relation avec les conditions d'attribution de la majoration, les anciennes règles, bien évidemment. Cette mesure était attribuée au niveau familial, de sorte qu'un seul des deux parents ne peut la percevoir à la fois. Donc, ainsi, on peut supposer que la contrainte financière qui pèse de façon importante sur les décisions des familles les plus vulnérables financièrement, au moment de prendre leurs décisions concernant la prise des congés parentaux, pourrait les inciter à privilégier une situation dans laquelle le parent qui perçoit le salaire le plus élevé, qui est souvent le papa, limiterait sa période d'inactivité ou son absence du marché de travail pour percevoir à nouveau son salaire au profit du parent qui a le salaire le plus faible, qui est souvent la maman, et qui va profiter davantage des prestations parentales en percevant la majoration, ce qui va limiter ainsi la perte de revenus des ménages. Donc, cette hypothèse semble par ailleurs cohérente avec le fait que dans la grande majorité des cas, la mère est désignée comme bénéficiaire de la majoration par les ménages. Donc, le dispositif de majoration se traduirait par un effet positif et individuel sur la demande de congé du seul parent et qui en est le bénéficiaire, à savoir la mère. Donc, le fait que le régime de base offre des taux de remplacement de revenus plus faibles par rapport au régime particulier pourrait expliquer pourquoi nos résultats sont particulièrement significatifs en cas de choix de régime de base. La différence en termes de prestations versées entre les majorés et les non majorés étant d'autant plus importante. Donc, ces résultats mettent en avant l'une des limites de la mesure de majoration telle qu'elle était et qui concerne son attribution au niveau familial. Donc, impliquant qu'un seul parent, comme j'avais dit, un seul des deux parents ne peut en bénéficier, qu'il s'agit le plus souvent de la mère qui est désignée comme bénéficiaire. Donc, dans ce cadre-là, les effets observés sont probablement lié à un arbitrage marqué par la volonté de limiter la perte de revenus, comme je l'avais dit, pendant la période de congé, de la part des ménages à faible revenu, accentué par les inégalités salariales de genre au détriment généralement des femmes. Donc, cette évaluation d'impact a permis de mieux comprendre les effets d'une telle mesure et surtout de mettre en avant certaines de ses limites, ce qui a contribué à alimenter les changements apportés au RQAP, les changements récents, et ce qui Marie va nous parler, donc ça c'est ce que je viens de dire. Puis, c'est ça. Donc, Marie va nous faire part des bonifications du RQAP. Donc, je vais arrêter mon partage, Marie. Oui, tu arrêtes ton partage. Alors, vous avez compris, puis tout à coup, il y a une période de questions à la suite, que donc, dans les écueils, on s'est rendu compte qu'on piégeait presque les familles à faible revenu, particulièrement les femmes, en voulant aider, en voulant atteindre, on prolongeait leur séjour au RQAP, donc on prolongeait on les affaiblissait économiquement. Donc, on s'est dit qu'il fallait jouer là-dessus. Deux phénomènes qu'elle vous a dit, je vous les répète. Un des écueils importants, c'était que les revenus étaient basés sur une base familiale et non pas individuelle. Donc, encore là, ça piégeait souvent les femmes dans le couple. Donc, les montants, la formule qui ne permettait pas de prendre un pourcentage assez élevé de revenus et la capacité de calculer les revenus sur une base individuelle et non pas familiale. On a pris cette recette gagnante-là ou ces constats-là et on les a injectés directement dans la politique. Donc, maintenant,
Les parents qui gagnent un revenu inférieur à 540 $ par semaine, c'est le salaire, c'était le salaire minimum, c'est indexé, pourront avoir droit à une prestation majorée, donc c'est déjà plus généreux, le seuil d'accès, pouvant atteindre jusqu'à 85 ou 100 % de leur revenu hebdomadaire moyen selon l'option du régime qu'ils auront choisi. Vous comprendrez que quand on est dans le régime long, on a un pourcentage de remplacement de revenus un peu plus faible. J'ai différence entre le 85 et le 100. La nouvelle mesure est applicable depuis le mois de septembre 2021. L'admissibilité et le montant accordé sont déterminés à partir du revenu individuel du parent demandeur et non plus sur une base familiale, c'est ce que je viens de vous dire. Les deux parents peuvent recevoir la majoration de manière simultanée en cas d'inégalité. Donc, on a haussé le revenu de base, on a haussé la proportion de salaire, le remplacement de revenus que ces familles-là, mais que chacun des individus de la famille pouvait recevoir. Donc, c'est plus près de la réalité des femmes dans leur salaire, mais c'est aussi un écart moins grand entre les femmes et les hommes. Selon les nouvelles règles, déjà 17 000 par an, donc 14 000 mères peuvent obtenir des prestations majorées, à peu près 20 % quand même des mères prestataires du RQAP. Là, la belle trouvaille qu'on a faite grâce à des travaux qu'on a menés avec la Jeune Chambre de commerce. La Jeune Chambre de commerce était venue nous voir en commission parlementaire pour nous demander de faire en sorte que les travailleurs autonomes puissent s'étaler sur plusieurs années leur revenu de référence en se disant que, intuitivement, quand tu es dans tes premières années, tu as moins de revenus que... Il s'est avéré, selon nos recherches, et encore là, il ne faut pas nous tirer de tomates parce que c'est des chiffres, que dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, les meilleures années sont aussi bonnes que les 3 années d'avant, même si c'est contre-intuitif. Mais ce qu'on a découvert surtout, c'est qu'à partir du moment qu'on avait une surreprésentation des travailleurs autonomes dans la catégorie de mères qui pouvaient recevoir, de père aussi à 33, mais particulièrement de mères. Donc, en bougeant l'aiguille de la majoration, on allait chercher beaucoup de mères travailleuses autonomes à qui on proposait un revenu plus élevé que leur revenu de référence et aussi leur capacité de participer au régime. Le coût est à peu près estimé à 33, c'est-à-dire on est à peu près là cette année. L'attribution de la majoration au niveau individuel favorise le partage parental et ça, c'est la clé de voûte par rapport au reste de notre conférence. L'attribution de la majoration au niveau individuel permet de favoriser le partage de prestations plus égalitaires entre les parents en bonifiant les revenus des pères. Ça limite les pertes financières des pères et donc des familles parce qu'ils sont habituellement, même s'ils bénéficient de la majoration, ils ont quand même des revenus plus élevés, même à cette échelle. Donc, on bougeait le vecteur familial, le vecteur des pères, donc ils étaient plus enclins à venir et rester et peut-être partager davantage de semaines. Ça fait partie des variables qu'on a mis dans notre petite machine à saucisses pour voir est-ce que, en gros, ce qu'on a mis dans la nouvelle loi joue en faveur d'un meilleur partage des prestations. Il ne faut pas que vous oubliez que dans la recette qu'on a actuellement, puis là, je vous mets des bémols beaucoup sur les résultats qui, mes actuaires vont toujours vous dire que mes résultats sont préliminaires. Je pense qu'ils vont me dire jusqu'à temps qu'ils soient 3 ans après. Mais bref, je dois vous dire qu'ils m'ont fait promettre de vous dire que nos résultats étaient préliminaires parce que, évidemment, toutes sortes de facteurs, dont le 500 $ qui était lié à la PCU, puis qu'on a dû aussi nous donner parce que l'assurance emploi aussi basculait aux 500 $. On est en équivalence, en concordance avec le régime d'assurance emploi au régime. Donc, imaginez-vous que si nous, on va jusqu'à 540 puis que le gouvernement donne déjà 500 à tout le monde, il y a beaucoup de monde entre les 500 et les 250 qui ne sont pas venus au régime de la même façon. Donc, leur comportement ou les données sont un peu biaisées. Ce qu'on a choisi de faire, contrairement à ce qui se fait peut-être ailleurs, comme disait Sophie, on a donc fait la majoration comme mesure qu'on espère favoriser l'égalité de partage, mais on a aussi ajouté ce qu'on appelle le bonus au partage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des parents prennent un minimum de 8 semaines chacun, ils gagnent 4 semaines au régime régulier et 3 semaines au régime particulier. Ça veut dire que le père, étant donné qu'il y a 5 semaines de paternité, bien, il faut qu'il prenne
5 plus 8. Donc, il faut qu'il y en ait pris 13 pour être capable d'arriver à déclencher le bonus. Évidemment, oui, il y a des écoles qui disent peut-être qu'on aurait dû l'obliger. Le choix qu'on a fait, c'est d'être incitatif. D'ailleurs, on a une très belle initiative avec le secrétariat du Conseil de la condition féminine, où on fait la promotion du bonus au partage. Parce que contrairement à une obligation, le bonus au partage force les parents à avoir la conversation en périnatalité. Puis on travaille beaucoup avec les groupes de périnatalité de plus en plus. Et c'est très important d'avoir la conversation à ce moment-là. Le changement de comportement, il ne s'opère pas à la naissance, il s'opère avant. Si c'est obligatoire, ça devient comme un peu un automatisme peut-être, mais l'adhésion, l'incitatif, à date, je vais vous montrer, a quand même porté des fruits. Donc, résultat préliminaire des premières mesures, ça, c'est la mesure qu'on a sur le bonus au partage. Donc, depuis 2006 que ça stagnait et en un an, ce pourcentage-là s'est accru de 12 points de pourcentage. Je peux vous dire, parce que moi, j'ai vu des chiffres de 2022 que je n'ai pas le droit de partager parce qu'ils sont préliminaires, mais ça continue de monter. Évidemment, et ce qu'on aime, c'est que 2022, c'est plus juste dans le sens où 500 $, là, il est presque parti. Deuxième résultat, très probable, même si la courbe n'a pas l'air impressionnante, elle l'est, celle-là. Ça, depuis le début du régime, c'est la proportion de prestations parentales qui sont partageables que les pères prennent. Tantôt, je vous ai montré le 23,5 %. Vous avez vu la petite bulle, c'était 2020. On est rendu en 2021 à 25 %. Encore là, je ne volerai pas le punch, mais je peux vous dire qu'en 2022, ça, Sophia va l'aimer, la courbe continue de monter. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait pu croire qu'à cause du 500 $, c'est compliqué le détour, mais fiez-vous sur moi, à partir du moment où tu donnes 500 $ aux deux, cette courbe-là, elle aurait pu être descendue et avoir une tension à la baisse parce que les femmes auraient pris une plus grande proportion du congé partageable. Je ne sais pas si vous me suivez, la logique, là. Et à partir du moment où c'est un ratio qui équivaut à 100 %, vous avez vu tantôt 76-23. Si on est rendu à 25, on est en train de baisser le ratio. On ne pensait même pas avoir ces chiffres-là à cause du 500 $ du fédéral. Là, du fédéral et du provincial, on est rendu, donc, on pense que cette courbe-là va être haussière rapidement. Donc, ce sont nos plus grands succès à date. Oui, partage plus égalitaire entre les parents, 12 points qu'on a gagnés, 3 000 familles supplémentaires qui partagent. Les pères prennent une plus grande proportion des semaines partageables. Ça indique une hausse accrue des pères auprès de leurs enfants. Et voilà. J'étais dans mon temps.